Depuis 2015, il était fait que la dégradation sécuritaire se poursuit au Burkina Faso. Mercredi dernier, 14 soldats ont encore perdu la vie dans une attaque revendiquée par l'organisation État islamique. L'enjeu est donc, et plus que tout, sécuritaire pour les prochaines consultations électorales. En effet, les Burkinabés sont appelés aux urnes pour la présidentielle et les législatives prévues pour le 22 novembre prochain. Et des différents candidats, ou du moins ceux principaux, le thème de campagne est clair. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, propose d'échanger avec les groupes terroristes dont les plateformes revendicatives pourraient faire l'objet de discussions. Le chef de l'État sortant continue, quant à lui, de prôner la fermeté. Aussi, le Conseil constitutionnel a-t-il reconnu que l'élection ne pourrait pas se tenir sur près d'un cinquième du territoire en raison de la présence de groupes terroristes dans les localités, l'absence de l'administration dans les zones affectées et l'abandon par les populations de leurs sites d'habitation. À tout ceci, faut-il ajouter le million de déplacés, en majorité venus de ces zones et qui ne voteront pas. Burkina Faso, élection du 22 novembre, quelle alternance politique à la problématique terroriste, thème de l'émission du jour. Bonjour à tous et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vos chers confrères. Journaliste, vous êtes également analyste politique. Face à vous, Josper Zouanago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous êtes également journaliste, consultant en médias, un plateau 100% composé donc de journalistes. Le départ de Blaise Compaoré et l'arrivée des nouvelles autorités burkinabées a coïncidé avec les premières attaques subies par le pays. Si un bilan doit être fait à ce jour sur le plan sécuritaire, quel serait-il de votre point de vue? Non, ce bilan, c'est un échec total parce qu'on n'a pas pu enrayer l'avancée des djihadistes et puis il y a une partie du pays qui est coupée du reste. Et le gouvernement de Christian Kaboré n'a pas pu lutter contre les terroristes. Vous imaginez qu'il y a des habitants de ce pays-là qui n'ont même pas pu être enrôlés, qui ne peuvent pas participer à l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, face à cette crise-là, moi je dirais carrément que le gouvernement qui est là a échoué. Donc il faut trouver deux alternatives pour pouvoir protéger, parce que le chef de l'État qui est élu, celui à qui les citoyens donnent mandat pour les gouverner, doit d'abord se préoccuper de leur sécurité. Et ce n'est pas forcément par la force qu'il faut régler le problème de sécurité. Donc il faut changer de fusil d'épaule, il faut trouver d'autres stratégies pour pouvoir enrayer l'avancée des djihadistes. Voilà qui est clair. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, on le sait, veut un second mandat. Et quel bilan pouvez-vous faire de lui, Josper Zouanago, pour ce qui est du volet sécuritaire? Je suis dans l'obligation de reconnaître que ça ne va pas pour le président, et pour remplir ça va être un peu difficile pour lui, pour ne pas dire sérieusement, parce que là, du côté sécuritaire, le bilan est désastreux, il faut le dire. 1200 morts, ce n'est pas rien, plus d'1 million de déplacés. Depuis 5 ans, le Burkina paye un beau tribut à la guerre djihadiste. Bon, mais moi, bien que constatant son échec, je suis obligé aussi de reconnaître que est-ce que le Burkina Faso, à lui seul, en tant qu'État ou nation, pourrait-il venir à bout du phénomène djihadiste? Je dirais non. Je suis tenté de dire même que c'est interplanétaire, pour ne pas dire c'est régional. C'est une guerre qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Même si, en son temps, l'ancien président donnait l'impression d'avoir la maîtrise du rouage, ce n'en est vraiment pas le cas. Et c'est dommage, mais sur ce plan, le président burkinabé qui veut rempiler n'a pas réussi. Alors, Roch-Marc Christian Kaboré, on le sait, a plus ou moins évité la main tendue de Blaise Compaoré, qui, dans plusieurs missives, a dit sa disponibilité à aider ou à faire des propositions pour résoudre les problèmes qui se posent au Burkina Faso. Est-ce que, selon vous, quoi qu'on dise, l'expérience de Blaise Compaoré aurait pu être exploitée face à la question terroriste? Parce que, visiblement, quand il était au pouvoir, il y avait une certaine maîtrise de la zone. On faisait même libérer des personnes
arrêté par les terroristes, et c'était le Burkina Faso qui était la cheville ouvrière de cette gestion-là, et où l'ancien numéro 2 du régime, le général Gilbert Diendéré, coordonnait et conduisait même certaines de ces actions-là. Il faut rappeler qu'après le décès de Fouet, en Afrique, c'est Compaoré qui joue désormais le rôle de sapeur-pompier, qui vous souvient que dans plusieurs pays, il est intervenu pour éteindre des crises. Tout à fait. Et je crois que Christian Kaboré n'accepterait pas qu'il soit au pouvoir et que celui qui a été chassé du pouvoir vienne l'aider à régler une crise. Pour lui, c'est humain, ça serait un aveu d'échec. Donc aujourd'hui, il ne veut pas, il veut se jeter à l'eau. Mais il faut reconnaître que Compaoré a quand même ce don-là, a quand même les moyens, les stratégies qu'il faut pour discuter avec ces gens-là. Si tant est que Christian Kaboré aime le Burkina Faso, il devrait se faire entourer de ceux qui ont la compétence, ceux qui ont les stratégies pouvant l'aider à régler la crise. Parce que les autres, certainement, ils sont leurs amis au niveau des djihadistes. Ils savent, ils connaissent le rouage, ils connaissent les différents réseaux qui alimentent ces personnes-là. Donc moi, je crois que s'il veut vraiment gouverner le Burkina en paix, vu qu'il demande un second mandat, il faut qu'il accepte cette main tendue de Compaoré qui pourrait jouer un grand rôle pour sécuriser le territoire burkinabé. Influence de Blaise Compaoré, c'est possible de l'associer, selon vous? Non, l'associer n'est pas, de mon point de vue, la meilleure formule. Mais il faut reconnaître sincèrement qu'en son temps, il a résorbé la problématique. Cela a fait dire, à une certaine époque, à certains observateurs, qu'en réalité, Blaise Compaoré était et le pyromane et le sapeur-pompier. Donc, et ce n'est pas trop dire que d'imaginer la chose ainsi, dans la mesure où, lorsqu'il était là, vous l'aviez souligné tantôt, cher confrère, beaucoup de prises d'otages étaient résolues, se terminaient heureusement, est-on tenté de dire, grâce à sa médiation et avec Diendéré, que vous aviez cité tantôt. Bon, mais cela cache mal les accointances que ce régime avait avec les milieux djihadistes, ça il faut le dire. Et ici, c'est-à-dire, si on doit rester dans les règles et les logiques qui sous-tendent une république, on ne devrait pas concevoir une compromission d'une république bien structurée avec des groupes djihadistes. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, dans la géopolitique, on ne peut pas exclure aussi la possibilité d'avoir des couloirs non formels pour résoudre ces problèmes. Associer Blaise Compaoré reviendrait à l'insérer dans un système qu'il a éjecté. Et cela n'aura pas l'assentiment de tout le Burkina. C'est vrai, il compte encore des partisans et des fanchos, dans la mesure où il y a 2 présidentiables pratiquement qui se réclament de lui. Tout à fait. En ce moment. Et donc, moi je dis, c'est vrai, je le dirais de façon prosaïque en disant que Blaise laisse le cordon qui tient encore par rapport à ces problèmes du djihadisme, qu'il laisse un peu le Burkina vivre, parce que tout laisse croire qu'il tient encore quelques ficelles. Et ça, c'est comme un élément de chantage. Mais il a nié plusieurs fois qu'il ne tient aucune ficelle et qu'il voudrait proposer son expertise. Est-ce qu'on n'est pas... Non, vous ne pouvez pas avoir dirigé un pays pendant plus de 2 décennies. Vous ne pouvez pas avoir fait ce que vous avez fait en Afrique et dire que vous n'avez pas de ficelle. Il y a le couloir officiel pour régler les crises, mais il y a aussi le couloir officieux. Parce qu'il y a des personnes qui alimentent cela. Ils ne travaillent pas, mais ils ont les armes sophistiquées, ils se nourrissent, ils entretiennent les familles. Donc il faut dire qu'il y a des circuits financiers qui passent par là. Et Blaise, pour avoir dirigé le Burkina pendant plus de 20 ans, maîtrise beaucoup de choses. Il est purement sapeur-pompier, forcément. Il est purement parce que c'est un homme de réseau. Un homme de réseau, c'est difficilement qu'on est arrivé à le détrôner de son pays. Donc je dis, au-delà de crises de personnes, au-delà des querelles de personnes, au-delà de l'orgueil humain, il va falloir qu'on l'associe, mais qu'on arrive à le canaliser. Parce que si on n'arrive pas à le canaliser, qu'on lui dit, bon, viens, on va faire le travail, il pourrait renverser la situation en sa faveur. Alors, le président Roch-Marc Christian Kaboré a reconnu que dès sa prise de fonction, une délégation de terroristes était venue le voir pour demander notamment une livraison de véhicules
qui aurait été passé sous l'Ancien Régime, qu'il n'a pas donné suite à ceux-là, qu'il estime qu'il ne faut pas négocier avec ceux-là. Est-ce qu'aujourd'hui, 5 ans après, avec le bilan dont vous faisiez cas tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas temps de passer les clivages et de proposer des solutions pratiques? C'est effectivement ce que propose le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Discutons avec ceux qui ont des plateformes revendicatives de nature à être satisfaites. Est-ce que selon vous, il ne faut pas changer de fusil d'épaule pour résoudre le problème? Absolument d'accord avec vous. Je suis d'accord parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai, il y a quelques poignées d'étrangers parmi ces djihadistes et des commanditaires qui ne sont pas forcément des Burkinabés, mais il y a aussi en leur sein des Burkinabés qui ont besoin d'être écoutés. Je suis absolument d'accord, tout à fait d'accord avec vous, pour que les autorités burkinabées, et ça, Dieu seul sait, il ne manque pas de le faire. Peut-être que ce n'est pas suffisamment bien fait, bien huilé. Le gouvernement ou les autorités du Burkina Faso devraient continuer par discuter, dialoguer et avec ces plateformes revendicatives. Je suis tout à fait d'accord, mais pas de compromission, parce que la compromission, c'est s'enchaîner davantage et être soumis aux désirs et aux lubies de ces djihadistes. Et c'est ce que refuse d'une part l'actuel président burkinabé. Donc je suis pour qu'il y ait des négociations à tous les niveaux, empruntant les couloirs officieux comme les couloirs officiels, non officieux. Mais je l'ai dit, je l'ai souligné, le djihadisme, ce n'est pas une affaire qui est juste bloquée au confluent du Faso, mais cela s'étend vers toute la région. Tout à fait. Le Niger. Et le Niger, le Tchad. Les trois frontières qu'on rappelle souvent. Tout à fait. Dans cette guerre qui encercle le Burkina Faso, qui sont comme un étau pour ce pays. C'est bien dommage, mais il va falloir trouver une solution en coordination avec les autres États. Parce que si le Burkina arrive à résoudre le problème, pendant quelques jours, ça va ressurgir parce que le djihadisme traverse les frontières et va au-delà, jusqu'en Algérie, en Libye et autres. Donc voilà, c'est assez difficile à résoudre de façon contextuelle. Tout à fait. Alors, ils sont 13 au total à vouloir prendre leur quartier au palais présidentiel de Kosiam. Face au chef de l'État sortant, 2 candidats de l'opposition émergent. Il y a le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui était déjà 2e en 2015. De 2015 à ce jour, est-ce que selon vous, il a pu acquérir ce qui aurait pu lui manquer pour remporter l'assentiment de la majorité des Burkinabés? Vous savez, derrière Diabré, on voit le retour de Compaoré. Parce que c'est un homme de Compaoré, il a travaillé avec Compaoré. Et le chef de l'État aussi a 22 ans de Compaoré. Mais oui, d'accord. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu une rupture entre les deux hommes. Parce que les avantages de ceux-là n'étaient plus. Au peuple, j'ai dit, c'est seulement dans un pays de l'Afrique de l'Ouest qu'il faut être au pouvoir, organiser les élections et les perdre. Ils ont pris toutes les dispositions parce que, vous voyez, avec 1200 morts, avec des milliers de réfugiés, ça ne les inquiète pas. Ils ont comme souci d'organiser les élections. C'est vrai qu'il a de fortes chances, s'il arrive à proposer une alternative dans la résolution de la crise djihadiste, ça peut marcher. Parce que c'est ça qui intéresse les ressortissants burkinabés. Qui peut nous aider à régler le problème? Encore que cela a dépassé les frontières du Burkina Faso, et qui vous souviennent que Idriss Déby, s'est lancé dans ce combat, il a échoué, beaucoup d'autres pays. Donc il va falloir que lui, il propose. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout régler par la force. Il a parlé de dialogue, il a parlé de réconciliation. Il y a même un candidat qui a osé dire que Christian Kaboré devait arrêter les djihadistes qui savaient le rencontrer et par rapport au vécu, il devait les mettre en prison. J'ai dit, mais c'était une erreur. S'il les mettait en prison, c'est qu'il allait embraser le pays. Maintenant qu'il connaît les responsables de cette structure-là, qui tend ces tentacules en Afrique, il faut discuter avec eux. C'est pas forcément par la violence, c'est pas forcément par les armes qu'on peut régler cette affaire-là. Parce qu'il faut penser à ce qui... Eux, quand ils tuent, ils n'ont pas le cœur de dire, bon, sauf... Et ils ont des revendications, ils veulent étendre leur hégémonie, donc ils écrasent tout le monde sur leur chemin. Il revient au président, ou il revient à Débré de proposer une alternative crédible. S'il arrive à
recueillir l'assentiment de ses compatriotes, il sera président. Mais celui qui est au pouvoir ne se laissera pas faire parce qu'il a mis certainement en place tous les dispositifs dont il a besoin pour se faire réélire. Alors, l'opposant prône donc le dialogue avec les terroristes dont les exigences peuvent être acceptables ou discutables, un discours qui tranche avec celui de Kaboré. Votre lecture de cette posture-là? Non, mais c'est normal. Vous savez, pour accéder au pouvoir, il faut promettre tout ce qu'on ne peut même pas offrir. Nous l'assistons chez nous ici depuis quelques moments. Vous avez dû observer, chers confrères, qu'il y a un flot, un torrent de promesses qui visiblement ne seront jamais tenues, qui est déversé sur la population. Et donc c'est ce à quoi on assiste au Burkina Faso. Celui qui n'est pas aux affaires, qui n'est pas au charbon, peut promettre monts et merveilles. Et c'est le cas d'ailleurs. Et donc lui, il pense qu'il peut déjà discuter directement avec les djihadistes et que les revendications sont pour la plupart acceptables et tout. Mais quand il aura les rênes du pouvoir en main, il sera confronté à la réalité. Mais vous savez, il y a un autre aspect que vous allez sûrement aborder et qui plombe ces élections et qui n'arrange pas l'opposition. L'opposition l'a dénoncé, c'est le code électoral qui a été voté. Il y a une disposition qui fait que... quel que soit le cas de figure, presque, je suis tenté de dire qu'à moins qu'il ne soit vraiment médiocre, l'actuel président, le sortant, pourrait remplir. Parce que les régions où, par cas de force majeure, on n'aurait pas comptabilisé le vote, sont oubliées d'office. Et bon, le peu qui aurait donc pu voter sera comptabilisé. Sera pris en compte. Et donc là, c'est un challenge pour l'opposition. Si l'opposition ne fait pas assez d'efforts, ben, nous assisterons enfin, quelque chose qui va ressembler à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Christian Kaboré va s'installer tranquillement au travers de cette disposition qui est contestée par l'opposition. Tout à fait. Voilà. Alors, autre candidat de l'opposition, et pas des moindres, le candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré, le CDP, retourne donc aux élections après avoir été écarté, on s'en souvient, en 2015, et dit Constance Komboigo. Est-ce que, selon vous, le CDP, avec le maillage territorial qu'il avait en tant que parti-État pendant plus de 2 décennies, est-ce que, selon vous, ce parti-là peut réussir à conquérir encore le pouvoir d'État? Est-ce qu'ils ont gardé la main pour alimenter leur fief? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils ont, avec le débat de Compaoré, est-ce qu'ils ont gardé la main? Est-ce qu'ils ont eu les ressources financières? Parce qu'il faut de l'argent pour entretenir les fiefs. Est-ce que ça va continuer? Et l'aspect qu'a souligné mon confrère, c'est quoi? Aujourd'hui, si les citoyens ne se sentent pas en sécurité, vous avez beau faire campagne, ils ne sortiront pas pour aller voter. C'est une réalité avec laquelle on doit composer. Vous pouvez parcourir de monts et merveilles, proposer tout ce que vous voulez, mais le jour du vote, le 22, si les gens ne se sentent pas en sécurité, ils ne sortiront pas. Donc c'est aussi un autre aspect. Il peut convaincre, mais au dernier jour, il sera battu. Donc il faut aujourd'hui, moi j'ai dit, l'opposition, c'est ça le défaut de l'opposition en Afrique. Tout le monde veut être président. On ne se serre pas la coude, on ne se retrouve pas devant un leader. Et quand tout le monde veut être candidat, les voix sont émiettées. Et ça arrange celui qui est au pouvoir, parce que vous n'allez jamais voir une mouvance présenter 2 candidats. C'est souvent celui qui, le président sortant, qui prend. Mais là-bas, il a en face de lui 12 candidats. Ça veut dire que toutes les voix sont pratiquement émiettées dans les différents fiefs. Mais chez lui, dans ces différents fiefs, il maintient son électorat. Donc, il va falloir qu'on revoie autrement les choses. Je ne crois pas qu'au Burkina Faso, que Christian Kaboré puisse perdre. J'ai suivi le président de la commission électorale qui a donné toutes les garanties, toutes les assurances, que tout cela bien fait. On connaît comment ça se passe en Afrique. C'est difficile, quoi. Ils vont se battre, après ils vont contester, ils vont dire ah non. Le code dont vous parlez, ils étaient là quand on a voté le code. Ils n'ont pas pu activer leur réseau à l'Assemblée pour que ça ne passe pas. C'est passé maintenant, on met ça en application. Comme dans la plupart des pays de l'Afrique, on vous impose le code au dernier moment, tout le monde bombe le torse. C'est pas la faute. Tant que l'opposition en Afrique, dans tous les pays, ne sera pas structurée, ne va pas s'entendre devant. Parce qu'ils ont un problème de leadership. Et c'est la même chose au Burkina, ils ont un problème de leadership. Komboigo pouvait s'entendre avec Diabré pour dire écoute, je te laisse la place, tu diriges et après, dès que tu finis, je prends. Donc tout le monde veut être président et comme ça profite. Parfois même le candidat au pouvoir suscite d'autres candidatures pour éviter les voix. Et c'est ce qui va se passer. Moi, je n'ai aucun doute. Christian Kaboré, qui aura son second mandat, ça va passer comme une lettre à la poste. Alors, au niveau de la stratégie de l'opposition, visiblement, c'est de multiplier les candidatures afin d'émietter les voix. Et donc, puisqu'il y a une plateforme signée par l'opposition plurielle,
le mieux placé d'entre nous sera soutenu par les autres. Quelque part, c'est une stratégie qui paye aussi, parce que si tout le monde soutient un candidat d'opposition en même temps, il y a des populations qui peuvent ne pas se reconnaître à travers le candidat désigné par l'opposition plurielle et donc refuser de sortir voter ou même de choisir un candidat qui n'arrange pas cette opposition-là. Tout à fait d'accord avec vous. Et je suis un peu réservé, mais je voudrais dire ceci. C'est vrai que la tâche ne sera pas facile au président sortant. Cependant, vous aviez tout à l'heure introduit une interrogation à savoir si le CDP maîtrise le terrain. Bon, 5 ans, ce n'est pas encore trop. Le CDP, de mon point de vue, a encore son maillage sur le terrain. Oui. Mon confrère disait, est-ce que ça a continué d'être irrigué? Non. Ce que moi j'ai observé, il n'y a pas d'irrigation véritablement qui compte dans cette affaire parce que vous voyez tout le temps, on a observé ici le PRPB. Et puis on est allé aux élections en 91. Vous aviez vu, si on devrait laisser parler les chiffres, je ne voudrais pas refaire l'histoire, l'ancien parti qui était vomi a fait un score extraordinaire. Donc, il y a l'idéologie qui s'est ancrée dans le CDP. Non, mais vous savez, ce sont les intellectuels qui, d'habitude, vomissent ces partis. Voilà. Les masses laborieuses, les masses rurales, eux, ils s'en foutent. Très bien. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Et dire que, donc, il y en a même le simple fait d'exhiber le logo du CDP. Suffit largement. Pour que des populations se reconnaissent à travers ce parti-là. Ceci m'amène à dire que la tâche ne sera pas facile pour le sortant. Le CDP a encore le terrain, mais a-t-il véritablement le terrain? C'est là où je rejoins mon confrère pour dire que ce n'est pas évident. Et il a relevé une anecdote, à savoir que il est difficile d'être en Afrique sous les tropiques et de perdre des élections quand on les organise. Bon, ceci voudra dire que tout a été mis en place sûrement par le sortant qui ne voudra pas sortir pour y demeurer. La problématique du moins la stratégie qui consiste à émietter les voix, c'est vrai, ça marche parfois. Ça marche parfois parce que là, lorsque c'est bien émietté, même si le score est des moindres pour le plus proche, quand il sort la tête de l'eau, les autres l'accompagnent. Ça, là, pourrait se produire. Mais, quels que soient les cas de figure, je suis tenté de me dire que ce ne sera pas suffisant pour bouter dehors Roch Christian Kaboré dans la mesure où il a ces thèmes de campagne, qu'on le veuille ou pas, c'est ce qu'il faut. Parce que s'avouer tout de suite vaincu par le djihadisme et dire bon, on va négocier comme si on a les bras attachés, ce n'est pas bien, sauf l'opposition qui peut le dire. Mais combien de Burkinabés sont aujourd'hui capables, s'ils sont prêts à se jeter les bras, enfin dans les bras du djihadisme? Ce n'est pas évident. Donc, les thèmes de campagne de Kaboré tiennent la route. Et d'ailleurs, il a mis l'accent sur l'agriculture, surtout. Il dit d'aller voir ce qu'il a réalisé. Et même de loin, nous, autres observateurs, quand on regarde du côté du Burkina Faso, à part la crise sécuritaire, on observe les efforts de ce pays en termes d'agriculture. Donc, il a quand même un bilan à défendre. Voilà. Alors, l'approche militaire est l'option privilégiée face aux attaques. Et aussi, cette approche-là est critiquée par l'opposition. Notamment, fin 2019, le pouvoir a annoncé la décision d'armer et de recruter des civils qui sont appelés volontaires pour la défense de la patrie, pour aider les forces de sécurité dans la lutte anti-djihadiste. Est-ce que, selon vous, c'est une solution pour résoudre le problème terroriste? Ce sont des cobayes, ça. Parce que, vous savez, les djihadistes, c'est des gens qui sont très bien entraînés, qui ont la maîtrise du terrain. J'ai dit, la solution militaire, à mon avis, ne peut plus continuer. Parce que c'est toujours dans la même caisse de l'État qu'on va puiser de l'argent. L'argent qu'il faut pour construire les écoles, les centres de santé, on va acheter des armes, on va former des gens. J'ai dit, il faut expérimenter une autre solution. Quand nous avons emprunté la voie armée, ça n'a pas marché. Ouvrons le dialogue. On peut tenter et on laissera tout le monde constater qu'on a fait l'effort d'ouvrir le dialogue. Et ça n'a pas marché. Mais ne pas vouloir ouvrir le dialogue. C'est vrai que l'opposition du Burkina Faso, elle est paresseuse. Quand vous suivez les thèmes de campagne, on parle de
dialogue, on parle de réconciliation, on parle de restaurer la paix. Bon, ça ne suffit pas. Il faut proposer autre chose. Mais je dis, il faut toujours aller sur l'aspect du dialogue. Parce que, écoutez-les, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Parce que dans le dialogue, ce n'est pas de faire de la complaisance, mais c'est un discours franc et sincère. Ce que vous demandez, on ne peut pas l'offrir. Maintenant, si les autres, ils s'appuient, parce que celui qui offre ses bons offices pour régler la crise, c'est que forcément, il maîtrise le réseau des djihadistes. Il faut qu'il puisse donner des astuces qu'il faut sans être au pouvoir. Mais si tant est que tout le monde tient à gouverner ce pays-là, parce que quand les djihadistes vont raser tout le monde, qui vont-ils diriger? Donc il faudrait que, même si Christian Kaboré était réélu, il faudrait que ces candidats-là qui ont proposé des choses pour régler la crise s'associent à lui pour sauver le Burkina. Mais déjà avec 12 candidats, c'est pas possible. Même si on veut imiter les voix, 3, 4, ça suffit, mais 12, c'est pas bon. Alors, les volontaires pour la défense de la patrie, on s'inquiète de leur implication, notamment dans le processus de sécurisation des bureaux de vote. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas un risque de voir prospérer des milices, puisque des gens qui n'ont pas une formation militaire, on les recrute, on leur donne un salaire, on leur donne des armes, on dit ils sont là pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Et si par exemple quelqu'un voit une attaque ou une incursion dans sa famille, alors qu'il détient une arme, il n'est pas un militaire, il peut être porté par l'envie d'aller répondre sur l'ethnie. Il y a aussi un problème intercommunautaire qui se joue au Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un vrai risque de prôner cette stratégie-là, d'armer des gens, des civils, pour soutenir les forces de défense et de sécurité? Bon, je vous surprendrai. Je suis tout à fait d'accord que, au plan logique, ça n'est pas une bonne chose. Mais là où je vous surprendrai, c'est vous dire que certains stratèges en sont arrivés à se demander est-ce qu'il ne faut pas opposer au djihadisme presque l'équivalent des techniques ou des méthodes que ces groupes développent. Voyez, il est arrivé même que les services américains ont mis au point des stratégies du genre, à savoir, face aux djihadistes, envoyons nous aussi des gens qui sont prêts à mettre les ceintures de sécurité, les ceintures explosives et les affronter. En ce moment, le djihadiste va se dire, mais voilà, j'ai un collègue en face. C'est pour paraphraser un peu la situation, mais pour dire ceci. Les milices d'autodéfense, les collégos, comme on le dit là-bas, se sont créés parce que la crise djihadiste s'est exacerbée et ils ont trouvé que c'est la solution à opposer à l'ampleur du drame. Et moi, je suis pour même que ces milices d'autodéfense puissent se prospérer dans le pays. Pourquoi pas? Nous ne pouvons pas aujourd'hui espérer que l'armée burkinabé puisse couvrir tout le territoire, véritablement tout le territoire national. Mieux encore, les djihadistes, comme l'a dit l'autre, ils ont la maîtrise du terrain, mais juste après eux, ce sont encore les populations qui ont la maîtrise du terrain. Ces djihadistes évoluent au sein de la population, mieux que les forces de défense et de sécurité. Et donc, lorsque les djihadistes se rendront compte que dans chaque hameau, dans chaque quartier, il y a leurs collègues en griffe qui aussi ont pris les armes, je pense que quelque part, ça pourrait être le désastre total, ou ça va être alors une réponse, une mauvaise réponse à une mauvaise situation. Moi, c'est là où je vous surprendrai pour dire que je ne suis même pas contre la prolifération de cette stratégie, parce que ce sont des Burkinabés qui l'ont mise en œuvre. Ils maîtrisent mieux leurs problèmes que nous autres observateurs qui analysons la situation. Donc, au sein du Burkina Faso, ces collégos existaient depuis et se sont illustrés dans la même situation. Donc, pour ma part, je me dis, pourquoi ne pas le faire et voir la réaction des djihadistes, parce que ces djihadistes évoluent au sein de la population et ces milices d'autodéfense évoluent aussi au sein de la population mieux que les forces de défense et de sécurité. Voilà, alors en raison de l'insécurité liée au groupe djihadiste, on sait que près de 1500 villages ne voteront pas dimanche prochain. Moïse Soudé, soit environ 17,7% du territoire national. C'est le constat fait par le Conseil constitutionnel burkinabé. Est-ce qu'on peut parler de démocratie quand quasiment un cinquième du territoire national ne va pas au vote? Non, moi je ne parlais pas de démocratie parce que l'État central n'a rien fait.
donner la possibilité à ces citoyens de choisir. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans des zones d'insécurité. Tout à fait. Il y a eu des décès, il y a des gens qui sont en exil. L'État n'a pas pu leur assurer leur sécurité. Donc, eux, ils sont exclus. Et là, ce n'est plus de la démocratie. Parce que la démocratie demande à ce qu'on donne la possibilité à tout le monde. De tout le peuple de choisir librement celui à même de diriger. Ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, j'ai dit ce problème-là, c'est grave. Ça veut dire que eux, ça peut susciter encore des révoltes. Ça veut dire que nous ne sommes pas considérés comme des Burkinabés, nous sommes considérés comme des étrangers. Et quand on va mettre sur pied ces milices, les gens peuvent en profiter. On va se retrouver dans la situation de Congo-Brazzaville, où il y aura des milices partout. Donc, c'est des révoltés qui peuvent se retourner contre le pouvoir central. Parce que nous sommes des citoyens. Vous avez privé d'un droit fondamental. Vous n'avez rien fait pour nous donner la possibilité. Donc, ce n'est plus de la démocratie. C'est-à-dire que c'est la démocratie qui arrange ceux qui sont au pouvoir. Les autres, ils peuvent mourir. Pour le moment, on n'a pas le temps de nous occuper de ça. C'est-à-dire que ce sont les gemmes d'une nouvelle crise qui pourraient naître après l'élection. Parce que ceux-là, ils vont dire, nous, on n'a pas choisi. Par conséquent, ils peuvent créer encore une autre rébellion. Donc, les zones de rébellion vont s'accroître si on ne se dépêche pas de régler la situation. Alors, par rapport à l'exclusion quand même d'un cinquième des populations, votre lecture? C'est vrai, là encore, je prendrai des exemples dans la sous-région pour dire, nous avions assisté tout récemment à une élection en Côte d'Ivoire où des régions n'ont pas pris part au vote entière. Et aujourd'hui, on leur impose un président de la République. Mais on me demandera, mais et chez moi au pays, je dirais pareil aussi. Il y a eu une élection majeure. Tout à fait. Enfin, les législatives, par exemple, suivies, bien entendu, tout récemment des communales, on a vu des pans entiers du territoire national n'ont véritablement pas pris part à ce qui devrait être une fête. Et donc, à l'opposé du Burkina, on n'était pas en guerre, c'est vrai, mais des citoyens béninois, des milliers et des milliers de citoyens béninois n'ont pas pu prendre part au vote. De plus en plus, on constate sur le continent africain ce déni de la démocratie. Malheureusement, et que supportent malheureusement aussi des intellectuels, ceux qui devraient plutôt aller contre ce genre de forfait, mais l'accompagnent. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. C'est vrai, au Burkina Faso, il y a la guerre. Ils sont en situation de guerre. Maintenant, si le président sortant décidait d'aller d'abord régler le problème de sécurité avant d'organiser les élections, il se trouverait bien entendu... dans un vide juridique. Voilà. Alors, que faut-il faire ? C'est le cas de force majeure. Il les a organisés. Et ce même cas de force majeure a été supplétivement introduit dans le code pour dire que on ne tiendra compte que de ceux qui ont pu voter. Bon, alors, que faut-il faire ? Le djihadisme, je vais le répéter une dernière fois encore, n'est pas un problème burkinabé. Le djihadisme au Bénin, enfin du moins au Burkina, et puis nous avions aussi enregistré quelques incursions chez nous. Donc, c'est un problème mondial, c'est un problème planétaire, c'est un problème africain. Il va falloir le résoudre comme ça. Donc le Burkina n'aura rien inventé si ces élections se déroulent de cette façon-là. C'est vrai que c'est dommageable pour la démocratie. Alors au Mali, par exemple, on sait que c'est ce qui a été retenu. Des pans entiers du territoire n'ont pas pu avoir accès au vote, mais cela a conduit à des manifestations monstres qui ont emporté le régime du président Boubacar Keïta. Est-ce que c'était un schéma qu'on pourrait envisager au Burkina Faso? Mais je crois qu'en offre, je l'ai dit avec le confrère, ça pourrait balayer le président. Ça, parce que si ceux-là se révoltent, nous sommes des Burkinabés, on n'a pas voté et personne. La loi vous permet en plus de nous écarter. Et ceux-là pouvaient réagir. C'est pourquoi ils pourront aussi prendre les armes. Parce que si vous avez armé des volontaires pour lutter contre le djihadisme, si ces volontaires-là sont ressortis de ces régions qui ont été écartées, attention, c'est une bombe qui va éclater. Parce qu'on n'est pas au bout de nos peines. On n'est pas au bout de nos peines. On a tué la démocratie en Afrique sur le terre des intérêts et d'envoyer la voie. On oublie. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de l'instant. On ne se dit aujourd'hui, je veux être président. Ce qui adviendra demain de mon peuple, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça qui va se passer. Parce que les gens vont se révolter. Certainement que dans ces zones-là, ils ont leur candidat qui n'est pas forcément le chef de l'État. C'est peut-être parmi l'opposition. Et quand ils vont voter, que les gens vont contester, les autres pourraient en profiter pour faire un grand mouvement qui pourrait balayer le président. Donc c'est aussi, on devait s'associer des sociologues
faut étudier la sociologie. Qu'est-ce qui peut se passer si on écarte cette région? Parce qu'on n'a fait aucun effort. Et vu que la loi autorise que ces gens-là, que ça soit encouragé, on n'a même fait aucun effort pour régler ça. Donc je dis, il y a une crise qui est en train de couver, qui pourrait continuer par rejoindre la capitale. Parce que vous savez, quand les Africains ont le dos au mur, ils n'ont plus peur de la violence, ils n'ont plus peur des armes. On a vu comment le ballet citoyen a marché sur le palais et a fait partie. Blaise Compaoré, malgré que les militaires étaient là, les militaires ont été obligés de déposer les armes et de s'associer au peuple. Donc il faut toujours... Parce que la réaction du peuple est imprévisible. La réaction du peuple est imprévisible. Et quand le peuple réagit, le peuple n'a plus peur de rien. Donc je crains qu'au lendemain des élections, que des révoltes ne naissent un peu partout dans le pays. Alors, Blaise Compaoré est donc chassé depuis 2014, après 27 ans de règne. Est-ce qu'on doit se réjouir des avancées du pays de 2014 à aujourd'hui, tout au moins? Tout démocrate devrait pouvoir s'en réjouir. Sincèrement, et je suis presque certain que la majorité des Burkinabés a applaudi et continue d'applaudir la situation qui s'est créée d'après Blaise Compaoré. Ça, c'est une autre réalité. Le problème sécuritaire qui se pose au Burkina Faso n'est pas le fait forcément du régime en place. Il faut reconnaître que ces djihadistes opéraient dans les régions... Un peu partout, oui, un peu partout. Dans les régions limitrophes. Oui, tout à fait. Ils ont trouvé un terrain beaucoup plus intéressant parce que ils avaient leur parrain... Enfin, j'exagère un peu. Ils avaient un certain Blaise Compaoré qui était pratiquement leur représentant au contact d'autres milieux. Et donc, là, c'est la seule différence qu'on peut noter, à savoir que Blaise Compaoré n'est plus là. Mais le Burkina a connu quand même des avancées. Qu'on le veuille ou pas, le Burkina a connu des avancées. Parce que la démocratie, on ne peut pas savoir, ça irrigue d'autres considérations. Aujourd'hui, le Burkinabé est beaucoup plus fier qu'il ne l'était sous Blaise Compaoré. Et ça, ce n'est pas rien. Et donc, moi je dis, ce qui manque au Burkina d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le développement de l'agriculture. Pas forcément, je dis. Ce n'est pas forcément d'autres considérations, mais c'est plutôt la sécurité du fait de la présence des djihadistes dans certaines régions du pays. Si ce problème est résolu, et moi je suis presque certain que ça ne va pas entraîner, me semble-t-il, les mêmes drames qu'on a notés au Mali. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'ingrédients. Quand même, révisitons l'histoire, on va voir ce qui a fait partie de Blaise Compaoré. C'est pas parce que juste après une élection, il y a eu de petites contestations. Non. Il y avait en perspective un certain nombre de reformulations de la Constitution, et la population, pendant longtemps, disait que ce n'est pas une bonne chose, et tout le reste, Blaise s'est entêté. Parce que là, il faut dire qu'il avait pratiquement tous les atouts pour se sortir d'affaires sans histoire. Blaise serait encore aujourd'hui au Burkina tranquillement s'il avait pu tenir compte de un certain nombre de choses. Ça n'a pas été fait. Donc, ces ingrédients, il faut en tenir compte. Quand on va au Mali, ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer au Burkina Faso qui s'est produit là-bas. Il y a eu carrément... Au dernier législatif, il y a eu carrément un rejet, les gens n'étaient pas d'accord. C'est pas exactement la même chose. Ici, on va à une élection, c'est vrai, qui est majeure, c'est une élection présidentielle. Là, on remarque que dans le pays, il n'y a pas la sécurité. Il y a même des opposants du monde, oui, qui ne vont pas sur certains territoires. Il y a eu le conducteur de véhicule d'un député. Tout à fait, qui a été tué. Voilà, qui a été tué, par exemple. Et il est de la mouvance, qu'on ne veut pas. Et donc, c'est ça. Ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas d'accord que dans leur fief, ils ne peuvent pas aller en campagne, comprennent aussi qu'il y a un problème de sécurité. Et ils savent également que ce n'est pas par un coup de bâton magique que le régime en place pouvait résorber ce drame-là. Je ne défends pas le régime en place, mais je voudrais être réaliste et pragmatique. C'est un problème plus important et plus compliqué qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors, bilan de la gouvernance après la chute de Blaise Compaoré, des motifs de satisfaction, forcément? Non, Roch Christian Kaboré a fait ce qu'il pouvait faire. Et le Burkina, on ne va pas me dire que depuis le départ de Blaise Compaoré, le Burkina n'a pas évolué. Le Burkina a évolué. Et c'est ce que j'ai dit en Afrique, un président qui vient, il fait ce qu'il a fait, il passe son chemin, quelqu'un d'autre continue. On ne peut pas attendre du président actuel de régler tous les problèmes. Il ne peut pas.
Il ne peut pas. Donc il a fait l'essentiel et c'est pourquoi il sollicite un second mandat pour continuer ce qu'il a fait. Maintenant, nous, on n'est pas au Burkina. Il revient au Burkinabé de dire, lui, il répond à nos aspirations. Donnons-lui la chance de faire un second mandat. Et quand on va délibérer, il faudrait que ceux qui ont été battus acceptent la victoire pour que la main dans la main, on puisse construire. Parce que cette réalité africaine qui consiste à tout le temps contester les élections et dès qu'on en finit, il y a des oppositions constructives. Quand on dit opposition, ce n'est pas de détruire intégralement ce que l'autre a fait. Il faut reconnaître qu'il a fait avancer le pays. Mais si ce n'était pas les problèmes sécuritaires, mais il s'est engagé, il n'a pas pu. Parce que ce n'est pas un problème qui dépend du Burkina Faso, cela dépend de toute l'Afrique. Il va falloir que les chefs d'État s'asseyent, réfléchissent et trouvent les bonnes stratégies. Sinon, chaque année, chaque jour, le djihadisme étend ses tentacules et personne ne sait quelle sera leur prochaine destination. Donc il faudrait qu'on commence par passer à cela. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui en est victime. Quel sera le prochain pays? Donc il faut que les présidents africains, au-delà de leur pouvoir au niveau national, se regroupent pour dire nous devons nous associer pour affronter ce mal qui prend de l'ampleur. S'il faut même mobiliser des forces étrangères pour nous aider, il faut le faire. Alors, les institutions en charge du scrutin, on va en parler. On a visiblement l'impression que les voyages sont quand même ouverts. On a vu des candidats qui sont en exil, qui sont menacés par le régime en place d'arrestation s'ils rentrent au pays, mais dont les dossiers ont été validés par les institutions en charge du scrutin, notamment la CENI, qui a donc validé le dossier de Yacoubou Isaac Zida, qui vit en exil au Canada. Est-ce que, visiblement, ce n'est pas des avancées à saluer? Tout à fait, mon cher confrère, et je le disais tantôt, je dis, on peut tout reprocher au régime en place, mais il faut lui reconnaître qu'il a connu des avancées. Il a propulsé un certain nombre de choses dont les Burkinabés sont fiers. Vous voyez, quelqu'un qui est à l'extérieur du pays, qui est pratiquement en position d'exilé, dont le dossier a été validé. Mais c'est extraordinaire. Vous imaginez un peu ça au Bénin? Bon, c'est un rêve, hein? Vous voyez, et là, j'ai été clair tout à l'heure en disant, on reproche, au plan sécuritaire, on reproche beaucoup de choses à ce régime. Cependant, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est comme si je lui jetais des lauriers. Mais imaginez qu'on laisse le jeu ouvert. C'est cela qui se produit en ce moment au Burkina, qui va quelque peu atténuer les tensions qui vont naître d'après scrutin. C'est cela aussi. Donc, Kaboré aussi, je ne sais pas ceux qui l'ont conseillé l'ont tellement bien fait que vous allez noter qu'il y aura moins de friction. Il y aura forcément de friction. Après chaque élection, d'ailleurs, les États-Unis, nous ne démentirons pas, il y aura de friction. Certes, mais vous allez voir qu'il a déjà réussi à gommer un peu l'intensité de ce que pourrait générer cette tension d'après scrutin. Et donc, c'est une très bonne chose qu'on en ait déjà une bonne brochette, plus d'une douzaine de candidats. Mais c'est extraordinaire. La sélection sera naturellement faite. C'est ce que enfin, nous tentons de ne pas comprendre ici, où on dit il faut juste 2 candidats, il faut juste 3 ou 4. Mais c'est faux. Vous pourrez en avoir 20. On en a eu plusieurs dans ce pays. Au finish, on désigne le président de la République. Rien à dire. Et donc, au Burkina, ils sont 13. Ils vont en compétition. Un seul sera retenu. Mais ceux qui avaient des dossiers et tout, on les a validés. On peut prendre graine sur le Burkina Faso et éteindre beaucoup de crises. Vous allez observer, je nous invite à observer ce qui se passera après l'élection au Burkina Faso. Vous allez voir, il y aura forcément une petite crise, mais elle est déjà en train d'être éteinte en ce moment du fait de l'ouverture que le pouvoir en place a pu créer pour que les uns et les autres se retrouvent dedans. Qu'on ne le veuille pas, Blaise Compaoré a beau être hors du pays, il est en pleine élection en ce moment. Tout à fait, son parti. Il est là, son parti, et encore l'un de ses souteneurs. Oui. Ils sont tous là. Qu'est-ce qu'on demande d'autre? Tout le Burkina va au vote. Certes, tout le Burkina ne pourra pas voter du fait du terrorisme. Et déjà, moi je dis, je m'en réjouis si certains peuvent s'en inspirer. Et que même chez moi, ici, au Bénin, si on peut s'en inspirer, ce serait quand même quelque chose de formidable. Des motifs de satisfaction, forcément, de la stratégie. Moi, je salue d'abord, c'est une stratégie savamment réfléchie. C'est-à-dire que donner la possibilité
à mes compatriotes d'aller sur le terrain avec moi, de compétir avec moi. 12, envoyez-moi encore 12 compatriotes pour que nous allions sur le terrain. Ils ont la possibilité de circuler dans le pays, de faire campagne. Personne ne les en empêche. C'est ça la démocratie. Il faut gagner à la régulière. Donc aujourd'hui, derrière ces 12-là, certains Burkinabés se retrouvent. Tout à fait. Ils se retrouvent. Donc, ils ne pourraient pas dire ma région, mon candidat n'a pas pu compétir. Déjà, c'est de la stratégie. C'est-à-dire, même s'il sait qu'au final, c'est lui qui va gagner, mais il a donné la possibilité aux autres. En réalité, c'est ça. Voilà un cas d'école qui doit faire son chemin en Afrique. On n'est pas obligé d'empêcher d'aller aux élections. Si tant est qu'on a confiance en soi, on laisse faire. Et il y a des structures chargées de gérer les élections. Je crois que au-delà de si on enlève l'aspect sécuritaire, ça c'est une grande avancée en démocratie. Même si c'est de la poudre aux yeux, c'est une grande... Quelqu'un qui est en exil, qui envoie ses dossiers, on valide. Même s'il a des problèmes avec la justice, bon, on a validé. Même dans ce pays, on a vu qu'ils déjà étaient en prison, on a validé leurs dossiers, ils ont été élus députés, ils ont quitté la prison pour le Parlement. Il faut que la démocratie fonctionne comme ça. On n'a pas besoin de mettre des chicanes pour empêcher les gens. Si en Afrique, un président sait qu'il est capable de réussir, qu'il ouvre le jeu et à la fin, il sera porté en triomphe. Alors, Isaac Zida, son dossier est validé, ses militants sont sur le terrain, mais visiblement, il n'est pas encore rentré. Et pourquoi a-t-il choisi de ne pas rentrer au pays, selon vous? Non, mais cela pourrait procéder encore d'autres stratégies. Est-ce que la loi électorale impose aux candidats d'être constamment, permanemment sur le terrain? Je ne le sais. Si son dossier est validé, c'est que ce n'est pas une objection. Voilà. Ce n'est pas pénalisant. Voilà, c'est pas pénalisant. Et mon confrère l'a dit tantôt, on a vécu dans ce pays un cas où, je ne voudrais pas citer un certain Favoron, mais un candidat potentiel était en prison, son dossier a été validé, et puis il a été élu. C'est extraordinaire, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, dès que c'est validé, c'est que cette personne ou ce candidat est éligible. Il a sa machine de campagne. Donc, je ne voudrais pas imaginer les cas de figure, mais il peut choisir de descendre en pleine campagne, où il attend tranquillement d'être élu, et il descend. Mais ça, c'est la démocratie qui triomphe. Et c'est une bonne chose. Et je voudrais nous inviter à ne pas seulement nous closer sur la réussite ou les prouesses d'autres pays. Mais pourquoi nous autres ici, laboratoire de la démocratie en Afrique, nous ne pouvons pas... Jadis laboratoire. Enfin, j'oubliais, jadis, c'est un vieux souvenir. Tout à fait. Mais ça fait chaud au cœur de savoir que, je me réjouis du fait que c'est à quelques encablures du Bénin. Le Burkina, c'est à côté. Donc, je suis heureux que le Burkina voisin ait pu avoir cette intelligence stratégique pour que ceux qui, aux yeux de certains, étaient vomis, sont aujourd'hui en pleine course pour aller compétir. C'est ça la vraie compétition, avec un compétiteur en la personne de Christian Kaboré. C'est une bonne chose, et je ne peux que m'en réjouir. Des leçons à d'autres pays africains? C'est une leçon de démocratie à tous les pays africains. A dit que on n'a pas besoin de mettre des chicanes, on n'a pas besoin de mettre des pièges pour éliminer les candidats. Ceux qui sont à même de diriger le pays, ceux qui ont les compétences et les aptitudes, laissez-les venir sur le terrain. Rencontrez-vous sur le terrain. C'est vision contre vision, idée contre idée, proposition contre proposition. Là, le peuple a la possibilité. Au Burkina, ils sont très on ne va pas me dire que les Burkinabés ne trouveront pas leur compte derrière un candidat. Il y a des candidats ils ont leur fief, ils ont leurs éléments. Donc chacun va voter pour eux. Et le président aujourd'hui, quand il va aller à l'extérieur, il sera respecté. Il m'a dit, voilà quelqu'un qui a fait une ouverture d'esprit, qui a donné la possibilité à tous les Burkinabés compétents et capables de diriger le pays, de l'affronter. Donc je voudrais que tous les pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, tous les pays, tout leur regard vers le Burkina, parce que chaque fois, il y a des pays qui étonnent. Donc, il faut que, chaque fois qu'un pays étonne, que les spécialistes de la chose politique aillent là-bas et disent, mais comment ça s'est fait? Parce que la CENI, on a dit, les 368, on a pris toutes les dispositions pour qu'au niveau des 368 communes, que le dispositif soit déployé, que les agents électoraux soient formés. Donc, on a manifesté de la bonne volonté, on a manifesté de la disponibilité. On ne va pas priver une zone d'une ou bien de bulletins pour qu'on dise non, tout sera fait. Donc je voudrais qu'en Afrique, désormais,
qu'on donne la leçon de démocratie à l'Occident, aux États-Unis, encore que Trump vient de nous montrer que ce n'est pas seulement en Afrique qu'on conteste les élections, en Amérique aussi, on peut contester les élections. Alors, en 2015, Zéphiré Diabré avait appelé Roch-Marc Christian Kaboré pour le féliciter dès le soir de la proclamation des résultats. On est visiblement en train de rééditer ce qui s'est passé en 2015. Les voyants donc sont ouverts pour une autre victoire de la démocratie. Tout à fait, et c'est la démocratie qui gagne, que ce soit un opposant qui prenne le pouvoir ou que ce soit l'actuel président et le sortant qui prenne le pouvoir, c'est la démocratie qui triomphe. Et ça, c'est une bonne chose. Mais tout à l'heure, vous aviez évoqué rapidement ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est pas pour revenir là-dessus, mais pour à l'attention de ceux de nos compatriotes qui pensent qu'il n'y a eu que 2 candidats aux États-Unis. J'ai dit non. Il y en a n'avions connu que 2. Il y en a eu plusieurs, des dizaines de candidats. Pourtant, l'Amérique fit. À chaque étape, il y avait le filtre qui se faisait simplement. Naturellement. Kenny, par exemple, un rappeur, tout à fait. Des candidats, on n'en parle pas. Ici, on dit il ne nous faut que 2, il ne nous faut que 3. Je trouve que c'est aberrant. Je devrais juste rappeler cela pour dire à mes compatriotes qu'aux États-Unis, il y a eu une flopée de candidats à ces dernières élections. Voilà. Moi, je demanderais aux Africains de se lever pour restaurer la démocratie africaine, parce que à chaque pays, c'est réalité. Et nous ne devons pas chercher à plaquer ce qui se passe ailleurs dans nos pays. Je dis, le Burkina vient de donner des leçons. Hein. On a dit Côte d'Ivoire économiquement développée, mais le Burkina vient de leur donner une leçon. Laissez le jeu se faire naturellement. C'est-à-dire que le peuple n'est pas aveugle, le peuple n'est pas inconscient pour choisir celui qui n'a pas bien fait. Celui qui est là, il a un bilan à présenter. Qu'il le fasse et qu'il donne la possibilité au peuple de choisir. Kadri Désiré Ouédraogo, ancien Premier ministre aussi, qui se réclame de l'héritage de Blaise Compaoré, également candidat. Votre lecture sur ce spécimen-là? Oui, je suis tenté de dire quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que quelque part, c'est pas Compaoré qui a suscité surtout les 2 tête de pont. C'est-à-dire Compaoré n'est pas aujourd'hui au Burkina, Compaoré n'est pas candidat, mais il est à travers ceux-là qui ne sont quand même pas ringués sur l'échiquier politique. Je suis en train de me dire, il n'aurait jamais laissé faire s'il n'était pas d'accord avec l'un ou l'autre. Et donc c'est peut-être pour mettre toutes les chances de son côté et avoir des monnaies d'échange ou de discussion avec celui qui sera élu, qui peut-être pourrait être le sortant. Compaoré s'approche du pouvoir. Et il pousse les pions à sa manière. C'est la lecture que j'en fais. Et ceux-ci, c'est vrai, ils ne sont pas des marionnettes, mais c'est des pions de Compaoré. Il ne peut pas se réclamer de Compaoré s'il n'y a pas eu au départ un accord. Compaoré est allé d'abord avec un indépendant, il est allé avec son parti politique, le CDP. Et donc je dis, il a mis les bouchées doubles pour avoir des monnaies d'échange. Bon, c'est la lecture que j'en fais. Une stratégie? Oui, il ne peut pas aller sur le terrain. Il parle aussi pas de Compaoré. Il ne parle même de retour de Compaoré. Donc, forcément, il est dans l'ombre de ses candidats. Quand ils vont gagner, c'est qu'il pourra rentrer chez lui, il pourra récupérer ce qu'il a perdu. Donc, quelque part, il va y mettre les moyens, il va y mettre peut-être ses hommes de main, ses stratèges pour travailler avec ses candidats, il va mettre son carnet d'adresse au service de ses candidats, il va mettre le pécule pour que les gens puissent aller sur le terrain. Donc, quelque part, Roch Christian Kaboré voit derrière ces candidats-là le retour de Compaoré. Donc, il faut mettre toutes les dispositions, même si on a parlé de leur candidature, il faut mettre toutes les dispositions que la victoire revienne à celui qui est au pouvoir. En Afrique, quand on est au pouvoir, on ne paie pas. C'est la logique des Africains. Même si dans certains pays, on voit quand même des candidats qui sont battus, il y a quand même des exemples où on voit que les candidats du régime peuvent être battus. Nous allons parler d'un candidat qui a, semble-t-il, beaucoup fait sourire les Burkinabés. Il est arrivé avec sa mobilette. Il était le premier même à déposer son dossier. Son dossier a été invalidé par la suite. Il est enseignant. Il estime que la Constitution n'a jamais prévu des frais de caution. Visiblement, les 25 millions
exigé pour candidater pose problème et il estime qu'au vu de la Constitution, sa candidature ne devait pas être validée. Votre lecture sur la question, on a même vu dans certains pays, suivez mon regard, des cautions de plus de 200 millions de francs CFA. Au Burkina Faso, la caution est de 25 millions. Est-ce que selon vous, on doit mettre cette barrière-là, fixer un montant que forcément le candidat doit pouvoir déposer dans la caisse s'il ambitionne de diriger ses concitoyens? Non. Et je ne voudrais pas croire à cette histoire de caution. On était, me semble-t-il, dans ce même pays autour de 5 millions de francs CFA. Tout à fait. Alors, vous imaginez, même si on pousse la barre autour des 200, 300, même 500 millions, il y aura des candidats pour les payer. Pour les payer. Ça ne résout absolument aucun problème, de mon point de vue. La sélection naturelle, mon confrère l'a évoqué tantôt, et vous l'aviez aussi dit, se charge du reste. Moi, j'ai l'impression que parfois nous tentons de régler les problèmes qui s'opposent à nous sur le coup. C'est-à-dire on ne le fait pas dans la perspective de transcender un certain nombre de considérations et d'être dans la durabilité. Je suis certain que dans ce même pays, pour prendre le cas du Bénin, nous reviendrons à pratiquement zéro caution. Vous voyez le Togo qui est là, il y a des élections où pratiquement on ne demande rien aux compétiteurs. Le Togo n'en est pas moins Togo. C'est-à-dire, comment voudriez-vous que celui qui dit qu'il a les compétences pour aller diriger un pays, et le pays lui appartient aussi, il en est membre, il est membre de ce pays, comme celui qui est venu en mobilette par exemple. Tout à fait. C'est un Burkinabé, il se sent profondément burkinabé. Il a des compétences. Et il se dit qu'il a des compétences. On doit lui laisser sa chance d'aller compétir. Ça ne doit pas se mesurer sur son portefeuille, son porte-monnaie. Et donc, ce faisant, on crée d'autres considérations qui avilissent la noblesse de l'acte de candidature. Et donc, moi, je me dis, ce n'est pas résoudre le problème que de créer des frais exorbitants. Ces frais ne sont plus des obstacles pour certains. On ne sait comment, mais finalement, il se trouve des gens pour... même le cas du Bénin, il y a quelqu'un qui s'est dit candidat tout récemment, je ne voudrais pas citer de nom, mais écoutez, il savait qu'il y a cet obstacle, pourtant il s'est dit candidat. Le simple fait même de dire je serai candidat. Il y en a, par exemple, moi je peux dire je serai candidat. Est-ce que pour autant, ce qu'on se refuse ne s'est pas déjà produit? Si avant les élections, il y a eu 50 candidatures d'annoncer, le tout ne suffit pas d'aller déposer la cagnotte. Mais on dit on ne veut pas de candidature. La candidature peut être fantaisiste, la candidature peut être par annonce, mais on retiendra du Bénin qu'il y a eu aujourd'hui 25, 40, 50 candidats qui se sont proclamés. Mais ils ne sont plus allés déposer la caution. Alors, qu'est-ce qu'on ne veut plus du tout? Parce que la compétition, c'est la compétition qui détermine de celui qu'on veut prendre. Donc moi je dis au Burkina, 25 millions, c'est vrai que c'est un peu exagéré aux yeux des Burkinabés. Mais ils n'ont qu'à venir quelque part au Bénin pour savoir. Vous savez, le mal de l'Afrique, c'est qu'on met désormais l'argent au cœur des élections. On sacrifie les compétences, les aptitudes sur l'autel de l'argent. Il faut donner la possibilité à quelqu'un qui a les compétences. Il peut ne pas avoir des villas, des voitures, mais il peut diriger le pays. Donc je voudrais qu'en Afrique, qu'on ne fasse plus l'argent roi au cours de nos élections. Voilà qui est clair, vous êtes Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Face à vous aujourd'hui, Josper Zoadago, journaliste, consultant média. Messieurs, merci. À très bientôt pour notre numéro de Angle Vue. D'ici là, portez-vous bien.
If they want to get you, they'll get you.